c'est un grand plaisir aujourd'hui d'inaugurer cette exposition franco-brésilienne enfin, le titre c'est « Nous sommes devenus des personnes ». C'est une exposition qui a été réalisée en France, il y en a eu une qui a été réalisée au Brésil, avec un autre style mais les mêmes données. Et tout ça tourne autour d'une enquête commune qui a été réalisée dans le nord-est du Brésil, dans le Pernambouc, au moment de la réforme agraire et de la distribution des terres à des travailleurs qui en avaient été jusqu'à présent privés. Et c'est toute l'histoire de cette redistribution des terres qui est à la fois racontée et décrite dans ces deux expositions, et en particulier dans celle que nous allons voir tout à l'heure. Alors, il s'agit du produit, ou plutôt de l'un des produits, d'une coopération franco-brésilienne, et plus particulièrement du laboratoire de sciences sociales de l'école avec le musée national de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et on a ici les deux, j'avais dit les deux chevilles ouvrières, mais c'est plutôt les deux têtes de pont, enfin, je veux dire les deux dirigeants de toute cette forme de coopération. Il y a Ligia Sigo qui est à ma droite et qui va parler tout à l'heure, et qui est professeur d'anthropologie au Musée national de Rio de Janeiro, qui travaille depuis extrêmement longtemps sur cette région du Nord-Est, dont elle connaît extrêmement bien l'histoire et tous les avatars, parce que c'est une histoire longue, qui a été très hachée et heurtée par tout un ensemble d'évolutions de la conjoncture à la fois économique mais aussi politique, et la fin de la monoculture sucrière. Et Benoît de l'Étoile, qui est le responsable français de cette coopération, et qui a donné lieu à pas mal d'enquêtes de terrain, des enquêtes collectives qui ont eu lieu sur le terrain au nord-est, avec à la fois des enseignants et des étudiants brésiliens et français. Et moi j'ai participé à l'une d'elles, et je crois que c'est un modèle, enfin je veux dire, extrêmement fructueux de coopération. Alors je disais que c'était uniquement l'un des produits, puisque il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites en France et au Brésil sur cette enquête, et en même temps sur toutes les réflexions que l'on peut faire sur la façon de travailler et en gros l'inscription de cette région, de cette enquête dans le courant général à la fois des sciences sociales en France et au Brésil. Alors, c'est une coopération franco-brésilienne, et c'est en même temps une coopération franco-française, puisque cette exposition qu'on va découvrir tout à l'heure, elle a été réalisée en coopération entre l'école normale et l'école nationale supérieure des arts décoratifs, qui est notre voisine. Et c'est, je veux dire, on est vraiment proches depuis très longtemps, et c'est, je crois, la première fois qu'il y a une coopération, je veux dire, publique, et aussi fructueuse, où chacun, évidemment, a apporté le meilleur de ce qu'il pouvait apporter. Et il est évident que dans la mise en scène et dans la mise en image de toutes les données de l'enquête, l'École nationale supérieure des arts décoratifs a été d'un très très grand secours. Donc c'est un véritable plaisir que d'introduire cette rapide conférence que vous allez faire afin de présenter un peu ce qu'on va découvrir tout à l'heure et les contextes dans lesquels ça a été réalisé. Et je passe la parole d'abord. Donc, merci. Donc, effectivement, quelques mots rapides, continuons sur ce que vient de dire Christian Boudleau, sur cette coopération franco-brésilienne, sur la dimension à la fois d'entreprise collective et la dimension expérimentale qui a caractérisé à plusieurs égards cette coopération. En effet, nous avons eu une chance extraordinaire au département de sciences sociales de l'école normale supérieure
qui a été justement d'avoir une coopération avec le Musée national, en particulier grâce à Ligia Sigo, qui était plusieurs années ici professeur, et les chercheurs, les anthropologues du Musée national ont réalisé des enquêtes dans le nord-est du Brésil, dans la région des grandes plantations sucrières, depuis les années 1970, et donc ont énormément travaillé sur les transformations des modes de domination dans cette région du Brésil. Et à partir de 1997, nous avons mis en place, parce qu'il était une expérience, c'est-à-dire faire un espèce de stage de terrain, comme nous faisions ici, une initiation à la recherche de terrain pour les étudiants du débat de sciences sociales, et de faire ça, mais sur le terrain, justement, des chercheurs du Musée national, et en particulier sur le terrain de Ligia Sigo. Nous avons été invités à participer à cette première enquête qui avait un caractère extrêmement expérimental, et qui a à la fois été extrêmement fructueuse, et en même temps nous a fait justement découvrir une réalité nouvelle, qui était nouvelle aussi pour les chercheurs brésiliens, c'est-à-dire justement la présence de campements dans les grandes plantations de canne à sucre du Pernambouc, et qui traduisait une espèce de véritable transformation de choses qui étaient absolument impensables par le passé. Ligia en parlera dans un instant. Et donc à partir de là, nous avons développé, notamment grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères, qui a aussi permis la venue de Ligia pour l'inauguration de cette exposition, nous avons donc développé une enquête commune avec des chercheurs français et brésiliens. Et cette dimension expérimentale, qui était à la fois dans la forme collective de la recherche, c'est aussi poursuivi par l'idée d'essayer de traduire sous une forme accessible à un public relativement large, les résultats de cette enquête qui est toujours en cours, et donc en particulier, outre les publications, d'essayer de traduire cela sous forme d'exposition. Donc effectivement, l'exposition au Musée national qui a eu lieu l'année dernière, et celle que vous découvrirez tout à l'heure, dont je parlerai un peu plus dans un instant. Et cette volonté, en fait, de traduire sous forme d'exposition ce que nous avons vu, d'essayer de traduire le savoir des sciences sociales, le savoir de l'anthropologie sous une forme d'exposition, transcend justement à la fois dans une réflexion sur nos disciplines de travail des chercheurs, et aussi comme une forme de remerciement à ceux qui nous ont accueillis dans le cadre de cette enquête. Je voudrais d'abord dire que c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'exposition. Nous sommes une double personnes, et je voudrais remercier d'abord Benoît de l'Étoile, avec qui je travaille depuis longtemps, et bon, on a eu beaucoup de vie ensemble, des expositions, on a beaucoup échangé, et notamment d'avoir fait des efforts pour que je puisse être là aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier à Christian Godlot qui a été avec nous au début de l'enquête et a toujours nous donné beaucoup de support, et à Ségolène Lemann qui a aussi travaillé pour que tout ça soit possible, et finalement l'ambassade de France qui a permis que je sois là aujourd'hui. Je voudrais commencer par un commentaire concernant le titre de cette conférence, c'est Réforme agraire et transformation sociale au nord-est, de l'enquête à l'exposition. La réforme agraire est un signe des transformations sociales en cours dans la zone des grandes plantations sucrières du nord-est, comme vient de le dire Benoît de l'Étoile. L'enquête que nous, les chercheurs du Musée national et de l'École normale supérieure, menons ensemble, porte sur la réforme agraire et sur d'autres signes de transformation sociale, comme les usages sociaux concernant des lois concernant l'environnement. Je voudrais faire quelques éclaircissements sur l'expression réforme agraire. C'est une expression très chargée symboliquement, et normalement, les gens croient savoir de quoi il s'agit quand ils l'écoutent. Notamment, on croit qu'il s'agit d'une politique d'État pour redistribuer la terre. Or, dans les cas brésiliens,
les gens se servent de l'expression réforme agraire pour décrire les actes d'expropriation et redistribution de terres. Il s'agit bien sûr des actes de l'État, le seul à avoir le pouvoir constitutionnel d'exproprier des terres. Dans les années 90, l'État brésilien a exproprié des dizaines de milliers d'hectares de terres. La plupart de ces expropriations ont été faites dans des terres considérées d'un point de vue technique comme terres improductives et pourtant pouvant être légalement expropriées. Selon la nouvelle constitution de 88 et des lois complémentaires de 93, l'improductivité caractérise qu'une propriété n'accomplisse pas sa fonction sociale et accomplir la fonction sociale est condition légale pour garder la terre. Je vous propose de vous montrer à partir d'un cas précis comment la réforme agraire a été faite et les enjeux pour les gens qui participent à ces processus sociaux. Pour le faire, je vais m'appuyer sur cette enquête menée depuis 1997 dans 2 communes de la côte sud de l'État de Pernambouc. Les communes s'appellent Rio Formoso et Tamandaré, où il y a eu lieu, depuis 1992, 14 expropriations de terres, ce qui est un chiffre notable. La possibilité d'expliquer et comprendre la réforme agraire s'appuie aussi sur un capital de connaissances sur les rapports sociaux dans les plantations accumulés depuis les années 70 par le biais des enquêtes que j'ai menées moi-même et qu'ont menées d'autres collègues du Musée national. La région des grandes plantations est une des régions de colonisation plus anciennes au Brésil. Ce sont les Portugais qui ont introduit au XVIe siècle l'agriculture de la canne et la production du sucre. Depuis la période coloniale, la canne a été exploitée dans des grandes propriétés nommées les engenhos. Vous allez voir le nom engenhos là-haut après. Et sur un modèle qu'on pourrait décrire comme celui des plantations classiques rencontrées dans l'Amérique centrale. Le sucre, par contre, a cessé d'être fabriqué par les plantations au XXe siècle lors du processus de concentration de la production dans des usines qui, néanmoins, exploitaient aussi la canne. Ceux qui travaillaient dans les grandes plantations ont été d'abord les esclaves ramenés d'Afrique et après l'abolition de l'esclavage, les hommes libres descendants des esclaves nommés les moradores. Les rapports sociaux entre les maîtres et les moradores étaient fortement personnalisés. Morador, ça veut dire les habitants. C'est un cas classique de la domination personnelle. Les moradores travaillaient et habitaient dans les plantations. La possibilité même de le faire dépendait des bons rapports avec le patron. Vers les années 50, un fort mouvement social a éclaté dans la zone sucrière avec les ligues paysannes. Les moradores s'opposaient à des changements dans les règles du jeu dans les plantations, notamment la suppression des lopins de terre qui traditionnellement leur étaient accordés. Au début des années 60, les moradores ont commencé à s'organiser aussi en syndicats avec le soutien des communistes et des militants de la gauche catholique. En 1963, le Congrès national a voté la loi qui accordait des droits sociaux à ceux qui travaillaient la terre. Dans la zone des plantations, le respect aux droits est devenu immédiatement un enjeu de lutte. Les syndicats et la fédération de syndicats, la FETAP, ont appelé à des grèves et à des grandes manifestations. C'est au début des années 60 que les moradores commencent à quitter les engenhos et à aller s'installer dans les petites villes de la zone. Le coup d'État de 1964, avec le coup d'État, les syndicalistes ont subi une forte répression, mais en peu d'années, ils se sont réunis, les syndicats se sont réunis, et la zone sucrière du Pernambouc est connue dans le pays comme ayant le mouvement syndical le plus fort dans la zone rurale. Après ce bref aperçu historique, on arrive à 87 et au début de la recherche. Je fais un énorme saut. Le thème de la réforme agraire et des transformations se sont imposés aux chercheurs. Tout le monde en parlait de la réforme agraire et des changements, et le monde bougeait. En ce qui concerne la réforme agraire, il y avait d'autres éléments qui contribuaient fortement pour qu'on la prenne comme pour objet. C'était les occupations de terres et les campements. Dans les 14 engenhos où il y a eu des expropriations et redistributions de terres, bon, la chiffre 14, c'était pas à 97, à 97 il y avait eu 3 expropriations, mais il y avait des campements
et des occupations de terre. Les engénaux, tous les 14 qui ont été expropriés jusqu'à présent, les engénaux, c'est-à-dire les plantations, avaient été occupés par les salariés agricoles et les pauvres de petites villes de la zone. L'occupation consistait dans l'entrée dans la propriété et le montage d'un campement. Les campements sont des installations constituées par des baraques en bois couvertes d'une bâche noire alignées en petites rues. À côté des baraques, il y a toujours un mât où se trouve hissé un drapeau de l'organisation qui est responsable par le campement, puisque les occupations sont organisées par des organisations. Dans le Pernambouc, il y a une dizaine d'organisations qui font des campements. Les organisations sont nommées mouvements, c'est le mot indigène. Alors, le mouvement des travailleurs sans terre, très connu, le MST, les sans terre. La FETAC, c'est la Fédération des syndicats, qui réunit les syndicats de la zone, et la Commission pastorale de la terre, liée à l'Église catholique, sont quelques-uns des mouvements, ce sont les plus forts. Et ce sont les mouvements qui se trouvent à l'origine de la plupart des campements du Pernambouc. Ici, je ne vais m'occuper que du mouvement de Sans-Terre et de la FETAC, parce que ce sont été des mouvements actifs dans les communes où on a travaillé. Nous avons travaillé. L'existence des occupations de terre et des campements était en fait inouïe dans la zone sucrière. D'abord parce que les terres ont été toujours strictement contrôlées par les patrons. D'autre part, la présence même du mouvement de sans-terre dans une zone où les syndicalistes avaient le monopole de la représentation des salariés agricoles était quelque chose qui demandait des explications. Ensuite, le fait que les syndicalistes étaient en train d'occuper des terres aussi. La réforme agraire, ils avaient toujours demandé la réforme agraire, mais ils n'avaient jamais osé faire des occupations de terres. Ensuite, il y avait la disposition des travailleurs d'occuper, des travailleurs agricoles, d'occuper les terres, eux qui avaient toujours lutté seulement pour des salaires, et avaient fait des grèves pour les salaires, mais pas songé à occuper les terres de leurs patrons. Alors, je vais rapidement essayer de vous montrer comment ce résultat est devenu possible. D'abord, il faut faire référence à des changements dans la politique du gouvernement brésilien concernant l'économie sucrière. Au début des années 90, le gouvernement, dans la mouvance néolibérale, a arrêté les subsides aux producteurs de canne et de sucre, a privatisé les exploitations. Et donc, pour une activité qui a toujours dépendu du soutien du gouvernement, c'était catastrophique. Et en plus, il y a eu une forte sécheresse. Donc, les deux éléments, les changements, la perte de la protection du gouvernement et la sécheresse, ont contribué à qu'il y ait un déclin important de la production, des faillites, d'une part, et d'autre part, une restructuration des usines et des grandes plantations. Du côté des travailleurs, les faits, c'était des licenciements massifs et un durcissement des conditions de travail. On avait alors des patrons en déclin et des travailleurs au chômage ou faisant face à des conditions difficiles. Donc, je peux vous avancer quelques données. Une des usines dans les communes où on travaille avait au début des années 80 une production de 650 000 tonnes de sucre et à 97 avait 350 000. Un des ingénieurs qui a été exproprié produisait à la fin des années 80 30 000 tonnes de canne et en 97 6 000 tonnes. Une des usines en essayant de se restructurer a mis 1500 travailleurs à la porte. Bon, donc ça c'est un premier élément, la crise de l'économie sucrière. Un deuxième élément, c'est l'expansion du mouvement de sans-terre, un mouvement qui est né au sud du Brésil et qui, au milieu des années 80, a commencé à se répandre partout, pour tout le territoire national. Eh bien, les syndicalistes, les militants du mouvement de sans-terre sont arrivés dans ces communes, et on ne le savait pas avant, et dans ces communes où on a travaillé, ils ont fait une alliance avec les syndicalistes
Et ils ont commencé bon, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi les syndicalistes ont fait les alliances avec le MST, après on peut discuter un peu. Et donc, ce sont les militants du mouvement de Santerre qui ont appris aux syndicalistes la technique de l'occupation. Parce qu'occuper, il faut toute une technique, une technique politique pour faire une occupation. La première a été faite en 1992 et il y avait 1200 personnes dans cette première occupation. Ensuite, il y a eu une véritable saga d'occupation de ces gens qui ont participé à la première. Et en 1996, les syndicalistes ont commencé eux-mêmes à faire des occupations. Et c'est à ce moment, à partir de ce moment que les syndicalistes ont commencé à faire seuls les occupations de terre, il y a eu une véritable une augmentation énorme du nombre des occupations de terre, parce qu'il y avait une concurrence très grande entre le mouvement de Santerre et les syndicalistes. Du côté des travailleurs, ça c'est le troisième élément d'explication, du côté des travailleurs ruraux, c'est des salariés agricoles, on a vu à partir de la recherche qu'ils ont été pris d'une volonté de parier, et ils ont vu dans les occupations une sortie de la crise où se trouvaient, et participer au campement, c'était un pari qu'ils faisaient sur la possibilité de mieux s'en sortir. Et participer aux occupations, ça voulait dire accepter l'invitation des militants et des syndicalistes pour participer au jour de l'occupation. Mais beaucoup des travailleurs qu'on a rencontrés sont entrés après l'occupation. Le fait d'être dans un campement ne veut pas dire une conversion à la réforme agraire. Ça veut dire seulement que le type est en train de faire un pari. Et s'il trouve quelque chose de mieux, il sortira. Je vais aller un peu vite pour qu'on ait le temps de poser des questions. L'entrée dans les campements, et je crois que c'est important de le dire, l'entrée dans les campements s'est fait sur le modèle de la recherche dans l'emploi. Les gens arrivent dans les campements et demandent est-ce qu'il y a de la place, comme ils faisaient avant, quand il s'agissait d'aller travailler dans une plantation, la question qu'ils posaient, est-ce qu'il y a de la place? Donc il y a tout un enchantement autour de ces occupations de terre et de ces campements. Et ce que je crois que la recherche nous a permis, c'est de voir comment cette participation politique tenue comme... cet acte tenu comme politique, etc., comment il s'inscrit dans la trajectoire des gens. Et au cours des années 90, occuper et monter en campement est devenu la façon appropriée de légitimer la demande de terre. Je crois que ça, c'est un des résultats les plus importants de notre recherche. Si on regarde l'histoire du Brésil, demander la réforme agraire a été toujours une revendication des mouvements paysans, du mouvement des salariés agricoles, mais jamais il s'agissait d'occuper la terre pour demander la réforme agraire. Ce que la recherche nous a permis de constater, c'est que occuper et monter en campement est devenu la façon de faire la demande de la réforme agraire, la façon de légitimer la demande. Et d'une part. D'autre part, le fait d'être dans un campement, d'être dans une baraque, vous allez voir les baraques là-haut, les photos des baraques, c'est ce qui légitime la prétention des individus. Donc si un individu veut avoir une parcelle de terre, il faut faire une baraque et être dans un campement. C'est ça qui fait de lui un candidat légitime.
Et c'est le fait d'occuper et d'être dans un campement aussi qui légitime les demandes de nourriture, la participation dans des péages, etc. Donc l'acte d'occuper et de faire un campement, c'est un acte qui légitime plusieurs choses. En plus, l'acte d'occuper et monter en campement, c'est devenu aussi un langage symbolique. C'est une façon de dire. La façon de dire au gouvernement que quelqu'un veut la terre, c'est faire un campement, c'est faire une baraque. Donc c'est un langage symbolique, un langage pour le gouvernement, une façon de dire au gouvernement brésilien. C'est une façon des mouvements de se dire les choses entre eux, parce qu'une terre occupée par un mouvement ne sera pas occupée par un autre mouvement. Et donc, finalement, je voudrais faire quelques commentaires sur comment c'était possible que les campements et les occupations de terre deviennent la forme légitime de demander la terre. Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne regarde pas les actes du gouvernement brésilien. En fait, ce que les campements et les occupations de terre montrent, ce sont les rapports complexes de dépendance réciproque entre l'État brésilien et les mouvements sociaux. Quand on regarde les listes d'expropriation, comme je vous disais au départ, toutes les expropriations qui ont eu lieu dans la zone où on travaille, il y avait dans toutes ces expropriations, il y avait un campement, une occupation de terre à l'origine. Quand on élargit le regard, quand on regarde les statistiques de l'INCRAC, qui est l'agence du gouvernement brésilien chargée de la réforme agraire, on voit que toutes les zones, la plupart des expropriations ont été faites, la grande majorité, ont été faites dans des zones occupées. Et avant le mouvement de Sans Terre et avant les occupations de terre, les expropriations faites par le gouvernement brésilien, c'était beaucoup plus modeste, c'était pas comme maintenant, et même si maintenant c'est pas énorme, mais de toute façon, les expropriations étaient faites dans des zones qui étaient appelées les zones de conflit. Qu'est-ce que c'était une zone de conflit? C'était une zone où il y avait un conflit depuis longtemps entre, par exemple, entre les propriétaires et les salariés, ou entre des terres disputées en Amazonie, entre des tenanciers, des squatteurs, etc. Et il ne s'agissait pas d'expropriation des terres qui avaient été occupées pour demander l'expropriation. Alors, ce qui est nouveau dans le panorama brésilien et dans la zone sucrière, c'est le fait que ce qui va caractériser le conflit maintenant, c'est le campement. Donc on peut dire que les mouvements sociaux sont en train de créer une demande pour la terre et en train de créer le conflit. Et c'est la création du conflit qui va légitimer l'expropriation. Et l'expropriation, et quand on regarde le langage employé par l'INCRA dans ses documents, et toutes les paroles publiques, on ne parle pas des occupations, on parle des zones de conflit. Et quelles sont les zones de conflit? Les zones de conflit sont les zones où il y a des occupations et des campements. Bon, alors après, ce qu'on a vu à Pernambuco, les mouvements signalent la terre et les personnes. Ce sont les personnes qui sont dans les campements qui vont être les bénéficiaires. Donc, c'est dans ce cas, ils créent la situation de conflit, ils créent les demandeurs aussi. L'État brésilien n'a pas une politique d'expropriation en masse des terres improductives. Comme il n'a pas cette politique, il s'appuie sur les occupations de terres pour exproprier. Ce mode de fonctionnement a commencé à être menacé à l'an 2000. À l'an 2000, le gouvernement brésilien, le président de la République, a pris la décision de criminaliser les occupations. Et donc, depuis 2000, il y a eu une chute énorme dans la zone où on travaille, il n'y a eu aucune occupation. Il y a eu une chute, par exemple,
dans l'État de Pernambouc, il y a vente de terres occupées en 2003 contre 101 terres occupées, engignons occupées à 99. Mais maintenant, avec le gouvernement Lula, il faut attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je vous donne quelques éléments. Il n'y a pas eu la décision d'interdiction d'expropriation des terres occupées continue. Il y a une pression énorme sur le gouvernement pour que cette interdiction continue. Mais par contre, Lula a nommé pour le ministère de la réforme agraire un type lié. Le ministre est quelqu'un de la confiance du mouvement de Sans Terre. Il y a des gens du mouvement de Sans Terre dans des postes et du syndicalisme aussi, qui occupent des postes importants dans le mouvement de Sans Terre, dans le ministère de la réforme agraire et dans l'INCRA. Il y a 27 responsables dans les États pour l'INCRA et seulement 4 ne sont pas liés au mouvement. Donc on voit que les mouvements ont pris l'État, ont pris les fonctions d'État, mais ça ne veut pas dire que, on ne sait pas, il faut attendre, je ne peux pas aller plus loin. Et récemment, la semaine dernière, le président de la République a promis de exproprier des terres dans tous les pays pour abriter 60 000 familles qui se trouvent dans des campements. Ça, c'était une reconnaissance, il a parlé ouvertement des campements. Et je voulais dire finalement, pour qu'on puisse faire des questions, un dernier mot sur l'exposition qu'on a organisée au Brésil, à Rio. L'idée, c'était, comme Benoît l'a dit, de montrer, de raconter un peu cette histoire que je vous raconte ici. En fait, nous, on ne savait rien sur les campements avant la recherche, on ne savait rien sur les occupations de terre. La plupart des écrits sur la réforme agraire portent sur les terres déjà expropriées. Il s'agit notamment de savoir si c'est une réussite ou pas. Et donc, c'est un point de vue pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Et on ne s'interrogeait jamais sur ce qui venait avant, comment l'expropriation avait été possible. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Et on a trouvé important, dans le cas brésilien, je crois qu'on a essayé de démontrer à un public plus large qu'est-ce que c'était les occupations de terre, notamment parce que dans la presse, les occupations de terre, les gens qui participent aux occupations sont présentés comme des démons, comme des gens pas bien, etc. Et donc on voulait montrer, et on a eu ce résultat avec notre exposition, les gens commentaient, mais on ne savait pas que c'était des gens comme nous. Les gens qui vont dans les campements, ce sont des gens dont le musée est visité par des gens issus des milieux populaires. Et donc on a fait une exposition dans une logique pédagogique, de montrer qu'est-ce que c'était, pourquoi il y avait des campements, qu'est-ce que c'était des campements, qui étaient les gens et comment, qu'est-ce que posait pour eux. Et à la fin de l'exposition, pour l'ouverture de l'exposition, les leaders sont venus et pour participer au moment de l'inauguration. Et à la fin, je suis allée là-bas pour offrir le catalogue qui est disponible. Vous pouvez regarder, il y a aussi un site internet. Et je voulais dire un dernier mot sur l'effet que le catalogue et l'exposition a eu sur les gens dans les campements. Je suis allée, ils m'ont invité à participer à beaucoup de réunions. Et dans les réunions, ils montraient le catalogue et disaient voilà un document sur notre lutte. Elle est connue maintenant ici, et même en anglais, parce qu'à la fin c'est en anglais le catalogue. Il y a un site internet, maintenant tout le monde sait notre lutte, on ne peut plus désister, il faut aller avant avec la réforme.